Je m'appelle Stéphane Ziga, je suis prof de philo à l'Université de Lille et à Sciences Po Lille, dans le Nord. Et j'ai fait un doctorat sur le handicap il y a maintenant quelques années. Je continue à travailler sur le handicap, d'où la raison de ma présence ici. Suite aux différents échanges qui ont déjà eu lieu aujourd'hui et hier, en fait, j'ai quelque peu modifié mon propos au fur et à mesure, je dois bien le dire. La question que j'ai voulu poser, c'était celle de l'utilité ou de la pertinence de la responsabilisation et surtout du meilleur moyen de promouvoir la responsabilisation pour éviter qu'elle soit pervertie et qu'elle amène par exemple à plus d'enfermement ou à moins de liberté dans les soins de la part des personnes handicapées, puisqu'il s'agit de penser les trois ensemble, la responsabilité, la criminalité et le handicap. Très rapidement, il y a trois possibilités. Soit défendre la responsabilité comme le fondement d'une autonomie totale, fondamentale, absolue. Soit défendre la responsabilité comme le moyen de montrer sa personnalité, sa subjectivité ou sa personnalité, ou soit défendre la responsabilité comme quelque chose qui montre qu'on est égaux les uns par rapport aux autres, non seulement qui le montre, mais qui permet de le mettre en œuvre. En fait, j'ai essayé de défendre l'idée, enfin d'argumenter en faveur de l'idée selon laquelle c'était la troisième option qui était la meilleure. Donc faire reposer la responsabilisation des personnes handicapées sur une égalité entre les personnes dites handicapées ou criminelles et celles qui sont dites ne pas l'être. Pourquoi ? Parce que la responsabilité, c'est pas un bon modèle de liberté. Être responsable, c'est s'inscrire dans des chaînes hiérarchiques, c'est devoir répondre à des demandes, même si elles sont absurdes. La responsabilité, c'est répondre de quelque chose ou de quelqu'un quand on nous le demande. Donc c'est pas du tout un modèle d'émancipation, c'est plutôt un modèle organisationnel et un modèle qui implique de la prévision, de l'attention, de suivre certains modèles, etc. Pour ce qui est de la deuxième possibilité, c'est-à-dire reconnaître la responsabilité des personnes, ça permet de reconnaître leur personnalité. Alors, c'est beaucoup plus compliqué de ce point de vue-là. C'est vrai que dans le soin psychiatrique notamment, les personnes en étant irresponsabilisées, ont tendance à être transformées en objets de diagnostic et en objets de soins, avec des plans de soins, des suites de soins à suivre, etc. Donc, mettre en avant leur subjectivité, leur choix d'être soigné ou pas, ça permet de défendre incontestablement une forme de liberté. Le problème de ce point de vue-là, c'est qu'on a du mal à sortir du problème Le problème de ce point de vue-là, c'est qu'on a du mal à sortir d'une logique de stigmatisation et de dangerosité, c'est-à-dire peur de celui qui a été fou, peur de celui ou celle qui a été criminel, et que la responsabilisation risque de ne pas résoudre ce problème de la peur qui est provoqué tantôt par les handicaps, tantôt par le crime, tantôt par les deux, puisque il y a toujours cette crainte de l'imprévisible, cette volonté de prévoir, et le fait que les personnes handicapées psychiques ou criminelles seraient devenues imprévisibles, donc dangereuses. Et c'est pas en appelant à leur subjectivité ou à leur personnalité qu'on peut facilement sortir de ce problème-là. De ce point de vue-là, la catégorie de handicap psychique ou la notion de responsabilité partielle change pas grand-chose au problème. Il s'agit toujours d'un acte fondateur d'une crainte pour ce qui est de la responsabilité partielle ou de l'irresponsabilité partielle. Et pour ce qui est du handicap psychique, ça inscrit les gens dans tout un déterminisme corporel, fonctionnel, d'incurabilité, sans compter que pour soigner le handicap, il faut jouer sur les milieux. Donc ça impliquerait, si on voulait vraiment contrôler les personnes handicapées psychiques dans un cadre de criminel, d'avoir une constance de leurs rapports sociaux, d'établir des espèces de permanence et de cadre, et de voir leur respect. D'où la troisième solution que j'entrevoyais.
C'est une simple proposition qui est de faire reposer ça sur une égalité entre les gens. D'abord parce que du strict point de vue carcéral, ça permet de rappeler que les personnes handicapées ont tout simplement, qu'elles soient coupables ou non, les mêmes droits fondamentaux que les autres. Donc il n'y a pas nécessairement besoin de répéter ces droits fondamentaux, sinon pour les préciser, mais certainement pas pour les rappeler tels quels, il n'y a pas de raison. Et du point de vue des prises en charge soignantes ou psychiatriques, le fait d'appeler à l'égalité consiste à dire que le mixte, le mélange entre liberté et déterminisme, qui est celui des handicapés dits criminels ou des criminels dits handicapés, est le même chez les personnes non handicapées ou non criminelles. On est tous mélangés de ce point de vue-là dans un mélange de liberté et d'habitude ou de liberté et de déterminisme. Ce qui permet de justifier certaines reprises de contrôle des personnes sur leur prise en charge et sur leur traitement, c'est-à-dire d'envisager qu'elles aient des droits de moduler, notamment les traitements qu'elles veulent suivre ou les procédures de contrôle qu'elles veulent suivre, en prenant en compte les variations au cours du temps de leur position par rapport à ces traitements rééducatifs, inclusifs ou pénaux.